à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons parler rugby de notre rubrique C'est Sport. Détail avec Jamie Waimo. Ensuite, pour notre rubrique C'est Citoyen, aujourd'hui, nous allons évoquer donc un sujet, la future prison de Koné. Détail avec Christophe Chali. Et enfin, pour notre rubrique Grandeur Nature, nous allons parler de cet événement Earth Hour. Alors, qu'est-ce que c'est? On en parle avec Camille Monnier. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, j'ai le plaisir de recevoir le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, donc Philippe Germain. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous avez été élu donc, le 1er avril, donc date importante. Alors, aujourd'hui, quelles seront justement vos priorités pour, après avoir été élu président du gouvernement? La priorité, c'est de réformer le pays pour le préparer à son futur. Alors concrètement, c'est quoi? Déjà, il faut commencer à réformer la gouvernance du pays, du gouvernement et de ses services, c'est-à-dire faire mieux avec moins d'argent, moins dépensé, puisqu'aujourd'hui, on demande aux Calédoniens de faire des efforts. Il faut qu'on montre l'exemple en gérant les impôts des Calédoniens de manière plus rigoureuse, c'est-à-dire faire des économies dans les déplacements, dans les frais de mission, dans les frais de communication. C'est à quoi je me suis engagé et que j'ai déjà commencé à faire, c'est réduire le train de vie du gouvernement, de ses services et des établissements publics. C'est-à-dire aussi baisser les salaires des élus? Pas tout à fait baisser les salaires des élus, mais déjà de faire en sorte que les règles soient respectées. C'est ce que je viens de faire pour les collaborateurs, où j'ai baissé un certain nombre de salaires des collaborateurs qui étaient en dehors de la réglementation. L'autre priorité qui est à long terme, mais qui est importante, c'est préparer notre jeunesse. C'est notre futur, c'est notre jeunesse. Il faut donc aider la jeunesse calédonienne à se sentir bien dans son pays. Ça commence par l'école, bien se sentir à l'école, qu'on soit aux îles Loyauté, qu'on soit dans le nord, qu'on soit dans les quartiers sud ou les quartiers nord de Nouvelle-Calédonie, que tous les Calédoniens se sentent bien dans leur école pour qu'ils puissent acquérir les compétences pour avoir demain un métier. Il faut donc que chaque élève, chaque petit Calédonien dans son pays aime son école pour pouvoir apprendre correctement. Et le deuxième objectif aussi pour la jeunesse, c'est le fameux service civique obligatoire, ce qui remplace un petit peu le service militaire, qui permet le brassage des gens, travailler aussi pour la collectivité, pour le monde associatif, bref, pour devenir un homme ou une femme et rentrer dans la vie active. Je rappelle que le service militaire aidait par exemple les jeunes à acquérir une formation ou un métier quand ils n'avaient pas eu la chance de l'obtenir à l'école. Donc c'est vraiment un objectif, la jeunesse, donner toutes les chances pour qu'elle puisse construire le pays de demain et qu'elle s'y sente bien. Après, bien sûr, on a toutes les réformes économiques et sociales, la question de la lutte contre la vie chère qui passionne et qui intéresse tous les Calédoniens. Il faut s'occuper de leur quotidien. Donc on a lancé les travaux sur la compétitivité, c'est travailler sur les coûts de revient de l'ensemble des produits. On démarre les travaux sur 3 filières, la filière alimentaire et les produits de grande consommation, le logement, et la construction, et puis également le transport et l'automobile pour faire en sorte de discuter avec tous les acteurs économiques pour faire baisser les prix. Mais il faut aussi des mesures de solidarité vis-à-vis de la population, redonner du pouvoir d'achat comme on dit. C'est d'abord pour nos anciens instaurer la retraite obligatoire pour l'ensemble des artisans, des agriculteurs, etc. C'est également donner accès à tous à la santé, aux soins, c'est la généralisation de la complémentaire santé, puisqu'aujourd'hui tous les Calédoniens n'en bénéficient pas. C'est également redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne. On va réformer l'impôt sur les revenus des Calédoniens de sorte à ce que la classe moyenne subisse un peu moins de pression fiscale. Alors, une fois qu'on a survolé tous ces sujets, bien sûr, cela démarre des choix politiques. Donc, nous arrivons justement bientôt à la sortie de l'accord de Nouméa. Alors, un comité des signataires va être programmé la fin mai. Quelles seront vos attentes vis-à-vis de ce comité des signataires? Il est essentiel qu'on soit d'accord sur le corps électoral, qu'il n'y ait pas de
critique ou de discussion possible. C'est un sujet politique. Alors, ce n'est pas le travail principal du gouvernement, puisque ça relève des groupes politiques. Pour autant, ça intéresse bien entendu le président du gouvernement. Les attentes, c'est effectivement d'abord qu'on puisse inscrire tous les Calédoniens de manière automatique, tous ceux qui ont le droit de voter, puisqu'on parle bien d'une inscription automatique. On sait qui c'est qui a le droit de voter au référendum. Il n'y a pas de discussion, tous les partis politiques. Maintenant, la question qui est en discussion, c'est comment on les inscrit automatiquement pour que tous les Calédoniens puissent, le jour convenu, pouvoir voter sans avoir à faire ces démarches. Ça, c'est la première règle, le premier sujet. Le deuxième sujet, où là, sur le corps provincial, il y a des discussions entre partis indépendantistes et non indépendantistes. Il faut qu'on trouve les équilibres pour respecter les négociations et les accords qui avaient été trouvés pour la signature de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire que tous les Calédoniens qui étaient présents en 1998 puissent participer aux élections provinciales. Alors, un autre sujet qui fait polémique également en ce moment, donc quand vous avez parlé de votre politique, donc de votre discours de politique générale, vous avez parlé de rééquilibrage, vous avez parlé de l'usine du Nord, justement, un sujet qui fait polémique, la dette de la SMSP. Donc, beaucoup de polémiques ont été justement pris à partie par rapport à ce sujet. Quelle est votre réaction ? D'abord, c'est la déception, parce qu'il faut arrêter de faire de la politique de cette manière. Les Calédoniens sont fatigués, à juste titre, qu'on fasse la politique de cette manière. Le redressement de la SMSP, c'est classique, il y en a des centaines par an. L'administration fiscale redresse une société, et cette société a la possibilité de demander de se défendre ce qu'elle a fait auprès de la présidente Cynthia Lijard à l'époque en disant « Nous avons des arguments à faire valoir, autorisez-nous à rencontrer les services fiscaux ». Elle l'a autorisé le 16 décembre. Les services fiscaux et la SMSP ont tenu 7 réunions entre le 15 janvier et le 20 mars. Le 20 mars, le directeur des services fiscaux a dit « Ça y est, on est d'accord sur le redressement, il faut qu'on réduise le redressement ». La SMSP doit payer 2 milliards de redressement. Donc c'est une procédure fiscale normale qui est prévue par les textes, qui a été mise en œuvre. J'y suis pour rien, ça a été fait avant, ça a même été fait correctement, mais il ne faut pas essayer d'y voir une contrepartie, d'abord, c'est faux, ni y voir un cadeau à la SMSP. La SMSP, elle a été redressée, d'ailleurs, elle aura 2 milliards à payer, et elle s'est défendue normalement, comme les textes sont prévus. Donc ça s'est fait, je vous dis, au 20 mars, j'ai été élu le 1er avril. Mais comment on rassure encore la population? Parce que certains déclarent que voilà, c'est encore les petits gens qui payent, donc c'est l'argent public. Alors comment on rassure la population? D'abord, il faut que la classe politique elle arrête de manipuler la population, d'arrêter de leur faire peur, de leur mentir. Les services fiscaux font leur travail, ils redressent, ils contrôlent les sociétés et s'ils voient des anomalies, ils les redressent. S'ils commettent une erreur, eh ben, la loi, elle est là pour qu'on ait des recours, qu'on puisse, chaque contribuable, comme devant un tribunal, a le droit d'être défendu. La SMSP s'est répandue. Il n'y a pas eu de magouille, il n'y a pas eu de cadeau. Il y a la loi qui s'est appliquée et justement appliquée jusqu'au bout. Donc c'est un dossier qui s'est fait correctement. Les Calédoniens doivent être rassurés là-dessus. On fait attention aux impôts, on fait attention à nos redressements dans les deux sens pour protéger les contribuables, mais également pour protéger les règles et les lois du pays. Alors tout à l'heure, vous avez survolé plusieurs sujets, là vous avez abordé quelques sujets d'actualité, donc on arrive peut-être au terme de cet entretien parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors quel est le message que vous avez envie de passer aux Calédoniens aujourd'hui en tant que président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie? Il faut qu'ils retrouvent confiance dans leur pays. En tout cas, je vais m'efforcer à aider les Calédoniens à retrouver confiance dans leur pays, avoir confiance dans leur capacité à faire du développement économique, à créer une société juste et surtout un message aux jeunes. Ayez confiance, battez-vous comme tout le monde doit le faire, trouvez votre place dans la société calédonienne et en tout cas mon gouvernement fera tout pour vous aider à trouver toute votre place dans la société calédonienne d'aujourd'hui pour que vous soyez en mesure demain de construire votre société, celle des générations futures. Voilà, donc Philippe Germain, je rappelle que vous êtes le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Voilà, donc c'est l'heure de l'agenda tout de suite avec Falaï. Bonjour.
Bonjour Elise, salut à tous. Et on commence avec la province Nord, pour ne pas changer les bonnes habitudes, avec une information culturelle. Ben oui, là, ça va bouger. Alors, dis-nous tout. On va parler de l'événement culturel La Nuit des Musées. Alors, La Nuit des Musées, c'est quoi? C'est une manifestation européenne qui a lieu en mai depuis 11 années déjà, maintenant dans pratiquement toute l'Europe. Le concept, c'est quoi? C'est l'ouverture exceptionnelle, simultanée et pratiquement gratuite de musées durant une soirée afin d'inciter les familles et de nouveaux publics à pousser les portes des musées. D'accord. Et donc ici, on suit le même principe? Oui, alors le but est le même. Par contre, ici, le nom change. Ce n'est pas la Nuit des Musées, mais les Nuits des Musées, parce que ça se déroule sur plusieurs jours. Et donc, ici, ça fait 6 ans que l'AMEP, l'Association des musées et établissements patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie, se charge d'organiser tout ça au pays. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors, au programme, c'est l'écomusée du Café de Vaud qui lance les festivités. Alors, il y aura un spectacle son et lumière, et c'est en fait un voyage dans la mémoire de Tchamalé, c'est le nom de l'endroit où se trouve l'écomusée, où se mêlent musique, contes virtuels et danse traditionnelle. Alors, ce sera également une bonne occasion de découvrir l'histoire des familles qui ont marqué l'écomusée. Oui, c'est vrai, une histoire qui date quand même de 1891, tout de même, jusqu'à l'année dernière. Voilà, donc il y aura d'autres animations à ne pas louper. C'est donc après-demain, vendredi 15 mai, à l'écomusée du Café à Vaud. Et pour plus de renseignements, il faut appeler le 47 37 36. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Et c'est pas fini, puisque l'événement, les Nuits des Musées, se poursuit le lendemain à Thio, cette fois-ci. Oui, et c'est une première pour la commune de Thio qui participe donc à cet événement. Et pour le coup, Thio a vraiment suivi le thème européen qui est musée pour une société durable. Alors, au programme, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la journée commence à 10 h. Il y aura une exposition d'art faite à partir de matériaux recyclés. Ce sont les enfants et les associations de la commune de Thio qui ont réalisé. Alors, c'est vraiment pour sensibiliser les enfants et les adultes sur l'importance de préserver la nature. Et donc, pour ceux qui souhaitent se restaurer, il y aura à manger sur place. Oui, Elise, justement, en parlant de restauration, il y aura vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est l'intervention de 2 mamies originaires de Thio qui vont réaliser des plats traditionnels. Alors, une confectionnera un plat à base de tiges de taro et l'autre mamie réalisera un plat à partir de fruits de palétuvier. Voilà, donc on pourra découvrir l'art culinaire de la commune de Thio. Et pour la suite, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors, pour la suite, à partir de 11h30, place à la scène musicale avec Ngips Melos, Adilio Poikodou et Rodi, c'est le chanteur d'Atmanox. Donc voilà, je rappelle, c'est ce samedi 16 mai au musée de la mine de Thio. C'est à partir de 10h et ce jusqu'à 18h. Et il y aura pour l'occasion des rotations de bus. Mais pour plus de renseignements, il faut appeler le 44 25 04. Voilà, l'occasion de visiter également le musée de Thio, voilà, qui, je le rappelle, classé patrimoine territorial. Et on continue en musique du côté de Koné. Oui, avec le centre culturel Pomemi qui présente son rendez-vous musical du mois, Tillet. Alors à l'affiche, les groupes Natural Gang et Kamadoua. Le concert débute à 19h30 et dure environ 2 heures. C'est donc ce vendredi 15 mai au centre culturel Pomemi. Pour plus de renseignements, il faut appeler le 47 11 06. Voilà, et un petit rappel concernant le grand marché de Puebo. Oui, alors organisé par le comité marché Man-Mérip, il se déroulera ce vendredi 15 mai de 7h à 16h et c'est un spécial composition florale. Voilà, donc une belle façon de découvrir le Nord dans une ambiance agréable et chaleureuse. Sinon, pour plus de renseignements, est-ce que tu peux nous donner quelques contacts? Oui, alors pour celles et ceux qui désirent un peu plus de renseignements, il faut appeler le 47 64 38. Voilà, et on finit avec la tournée du chapiteau. Oui, chapiteau qu'on ne présente plus, Élise. Alors, à partir de demain, jeudi 14 mai, le chapiteau posera ses valises dans la commune de Poum, et ce jusqu'au dimanche 24 mai. Comme à son habitude, le chapiteau vous proposera diverses animations, spectacles à voir en famille, à voir ou à revoir en famille ou entre amis. Pour plus de renseignements, il faut aller directement sur leur site www.lechapiteau.nblog.com.
Voilà Elise, ce sera tout pour moi. Et Falaïa, on n'oublie pas, hein, du côté de Canala, il y a toujours le forum des artistes qui se déroulera donc du 10, qui a commencé déjà, hein, qui se termine le 17 mai. 17 mai, voilà, donc une semaine d'échange autour de l'art kanak à Canala. Donc voilà, il faut y aller. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Merci. Et puis on te retrouve donc vendredi, hein, pour l'agenda du pays. Ouais, merci Elise, salut à tous. Allez, on retrouve tout de suite Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, donc le rugby, une discipline, hein, qui réussit aux Calédoniens, présents au plus haut niveau. Nombreux sont les Cagous qui deviennent rugbyman professionnels. C'est ça, bonjour Élise et bonjour à tous. 3, c'est le nombre de rugbyman calédoniens qui sont actuellement sélectionnés en équipe de France. Souta, Vahamaina et Taufi Fenois, c'est la moitié des deuxièmes lignes actuelles du 15 de France. Jamais la Nouvelle-Calédonie n'aura été aussi représentée au niveau international. Donc les Calédoniens réussissent et surtout arrivent à se faire une place aux côtés des Bastareaud et des Dusautoir, les valeurs sûres du rugby français. Alors comment un petit pays comme le nôtre, avec 7 clubs et 1000 licenciés, arrive à briller sur le plan national? Je vous propose tout de suite que l'on écoute la réponse d'un technicien de la Ligue calédonienne de rugby. On se situe quand même dans le Pacifique. C'est une région riche en joueurs de talent, en rugbyman de talent. On est entouré de Fidji, Samoa un petit peu plus loin. Donc voilà, on a des joueurs d'origine polynésienne, wallisienne qui ont un potentiel athlétique indéniable qui leur permet de briller aujourd'hui sur les scènes internationales. Il y a d'autres paramètres qui font qu'un joueur devient un joueur de haut niveau, mais en tout cas c'est une base intéressante. Voilà, pour nos joueurs, ils ont ces qualités. Maintenant, à nous de les travailler et puis à peaufiner et à améliorer les autres paramètres qui font qu'un joueur devient un joueur de haut niveau. Voilà, on se rend compte qu'il y a justement une véritable passerelle, hein, qui existe entre le pays et la France. C'est clair, Élise. Je dirais même que c'est qu'un pont se met en place entre le Caillou et le Top 14, qui est le championnat de France de rugby en métropole. Donc l'objectif, c'est de dénicher ces futurs talents. Après Clermont et le stade toulousain, le Racing Métro 92 s'implante à son tour sur le Caillou par un partenariat signé avec le club de l'AS Païta. D'ailleurs, il y a 2 semaines, 2 représentants du Racing Métro 92 ont fait le déplacement pour présenter justement la dite convention et puis surtout pour effectuer des détections. Les élus auront la possibilité donc de pouvoir s'entraîner, c'est-à-dire ceux qui ont tapé dans l'œil de ces recruteurs, ils auront la possibilité de pouvoir s'entraîner pendant 1 an dans les infrastructures professionnelles du club, c'est-à-dire le Racing Métro 92. Élise, je te propose qu'on écoute tout de suite le président de la Ligue calédonienne de rugby. Ce qu'il en est pour ma part, par rapport à la Ligue de rugby, aujourd'hui nous sommes en train de restructurer le comité. Ça serait bête de ma part de ne pas pouvoir laisser ce partenariat qui existe entre les équipes de France et les équipes du territoire. Aujourd'hui, ils peuvent apporter quelque chose au club. Moi, aujourd'hui, je ne le peux pas. Donc, ça serait vraiment idiot de ma part de refuser ce partenariat-là. En France, ils sont mieux structurés. On parle aujourd'hui du top 14. Donc, je ne vais pas comparer ce qu'il y a en France et ce qu'on a ici aujourd'hui. Voilà, l'objectif, hein, c'est de pouvoir se former, pourquoi pas devenir le prochain Vahamaina, hein, si je prononce bien. Ça, alors pourquoi nous ne construisons pas justement notre propre centre de formation quand même, Jimmy? C'est une très belle question et je dirais que c'est une très belle idée qu'il faudrait soumettre directement aux personnes concernées, c'est-à-dire le président de la Ligue calédonienne de rugby. Pourquoi on n'a pas notre propre centre de formation? Mais je dirais que ça, c'est un problème récurrent qui est présent dans toutes les disciplines du territoire. Pourquoi n'avons-nous pas notre propre centre de formation, que ce soit dans le volleyball, dans le basketball, le football et ici dans le rugby, surtout le rugby qui est le plus concerné, tout simplement pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'avec le peu de moyens que l'on a ici en Nouvelle-Calédonie, on arrive à jouer et terminer sélectionné en équipe de France. Donc voilà, l'idée, ce serait idéal d'avoir un centre de formation ici, mais je te propose, Élise, que l'on soumette la question directement au président de la Ligue calédonienne de rugby. Un centre de formation,
je partirai plus sur un centre de préformation. Aujourd'hui, au comité directeur, nous sommes pour une équipe à l'étude de faisabilité d'un centre de préformation. Mais à le faire sortir aujourd'hui, le bébé, non, c'est pas possible. Première raison, c'est l'effectif. Aujourd'hui, je suis à 960 licenciés. L'idéal pour un centre, c'est que j'atteigne au moins les 5000, entre les 5000 et 8000 licenciés. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis en train de restructurer le comité. Et je commence à un gros accompagnement des clubs. Et une fois que les clubs seront structurés ainsi que le comité, gonfler les effectifs, et là on pourra parler de centres de préformation. Voilà, le Pacifique Sud et notamment le pays serait-il le berceau des futurs grands rugbyman professionnels? Je vous propose ce petit reportage concocté par Cédric Thier. Les crevettes musclées ont des équipes depuis mars 2015. Donc nous sommes un très jeune club puisque ça fait 2-3 mois que l'on fonctionne. Et malgré ça, on a eu un franc succès puisque en l'espace de 3 mois, nous sommes à peu près à 50 licenciés, toutes catégories confondues. Il y a une grosse demande, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une carence de notre sport en province Nord et c'est ça qui nous a motivés à structurer tout ça et à créer notre club. La meilleure illustration que j'ai, c'est le taux de participation des petits. Ça fait 3 mois qu'on s'entraîne et quelles que soient les conditions météorologiques, on a de l'affluence. La demande est également consolidée parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec 5 éducateurs labellisés FFR. C'est un réel gage de qualité et de sécurité pour les parents aussi, c'est-à-dire qu'ils voient le sérieux des encadrants et on peut se permettre de faire des ateliers personnalisés. Tant par gabarit, parce qu'il est important de souligner qu'on a besoin de tout le monde au rugby, que ce soit des personnes fortes, maigres, grosses, grandes, noires, blancs, rouges, enfin quelle que soit leur couleur, on a besoin d'eux. Il y aura une place pour eux dans l'équipe, une place pour eux dans notre club. Je t'ai appris à pousser. Est-ce que je t'ai appris à venir comme ça et pousser vers le haut? Mettre comme ça et... Descendre. Je t'ai demandé de descendre. Et là, tu pousses. Là, pousse un coup, là. Là, tu vois que je bouge déjà, là? Alors, on est sur du rugby qui est mixte et effectivement, on a tout niveau confondu. C'est-à-dire que nous sommes ouverts à apprendre le rugby à des novices, complètement novices, qui n'ont jamais manipulé un ballon ovale, tout comme des gens qui ont déjà un parcours sportif un peu étoffé. Et c'est vrai que nous avons dès à présent une joueuse licenciée chez nous qui fait partie de la sélection calédonienne de rugby A7, qui a notamment participé au tournoi Koné Rugby Sevens qui a lieu à Koné. C'est une joueuse qui a un passé également métropolitain initialement, donc elle a fait ses armes là-bas et nous chargeons de maintenir ce niveau de compétence. L'accompagner également dans ses développements hebdomadaires pour qu'elle puisse bien entendu être utile à la sélection quand il est nécessaire qu'elle aille s'entraîner sur Nouméa et également faire les déplacements avec la sélection. Concernant les filles, on arrive à les intégrer par le plus jeune âge. Maintenant, concernant les seniors, ce sont des joueuses qui malheureusement ont déjà eu un parcours, on n'arrive pas à accrocher directement une joueuse. Donc je fais un appel, je profite de l'occasion pour faire un appel à toutes les filles présentes sur VKP. Et si elles veulent nous rejoindre, elles sont bien entendu les bienvenues. Et c'est un rugby qui est pédagogique, soyez rassurés, on fait un petit cocooning, on ne vous lâche pas de suite. On ne vous lâche pas de suite, on vous accompagne et c'est progressif, quoi. Nous sommes un club qui ne nous prenons pas au sérieux alors que nous le sommes. C'est pour ça qu'on s'appelle les crevettes musclées Nord Rugby. Crevettes musclées, ça fait sourire tout le monde et c'est notre but. C'est-à-dire qu'on se souvient des crevettes avec notre petit logo, notre petite crevette qui a été élaborée par notre président Arnaud, que je tiens à remercier par rapport à ces éléments-là et l'investissement qui est fait de tout le monde, puisque ce club-là tient grâce à des volontaires et des bénévoles. Nous sommes une équipe d'une dizaine de bénévoles et je profite aussi de l'occasion pour tous les saluer et les remercier pour leur implication.
Grâce à eux, on a pu être co-organisateur du Koné Rugby Sevens et du succès qui est pour cette 3e édition. On s'engage sur la 4e édition dès à présent et je suis super ravi de l'essor et de l'envol que l'on a. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 mois, avoir une 50aine de licenciés actifs, enfin, c'est inespéré pour notre club. Nous sommes l'unique club actif ayant des licenciés. Maintenant, il y a différents projets qui sont en cours sur Koumak notamment et puis sur Nepouy. Mais on ne sait pas trop quand est-ce que ça va se décanter et quand est-ce qu'ils auront eux aussi leur propre structure pour se développer. Et également mettre en place des petits tournois parce que c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur, avoir une proximité pour le développement de notre petite structure. L'éloignement avec la Ligue nous crée quelques difficultés, mais il est question d'avoir un comité provincial nord de rugby prochainement. Mais nous sommes pionniers, nous sommes fiers de représenter surtout la province Nord à chaque participation dans les tournois en province Sud et obtenir des résultats à chaque fois qu'on peut le faire. Montrer que malgré l'isolement, on arrive à sortir le meilleur de nous-mêmes. Et quand je dis nous, c'est tant les joueurs que l'encadrement, que les institutions et autres partenaires qui nous permettent de poursuivre notre développement. C'est bien, continue à pousser, continue à pousser. C'est bien, Andrew. T'as vu la différence? Une chose est sûre, c'est qu'ici, le potentiel des rugbyman calédoniens est tellement énorme qu'il intéresse tous les grands clubs français. D'ailleurs, il y a un mois, il y a un reportage qui a été effectué ici en Nouvelle-Calédonie par la chaîne de Canal+, justement pour mettre en lumière le fait que de plus en plus de clubs français s'intéressent aux joueurs calédoniens, donc ils n'hésitent pas à faire le déplacement pour venir eux-mêmes voir et les recruter pour ensuite les ramener avec eux en métropole. Donc voilà les clubs français qui s'intéressent à nos joueurs et pour cause, ces joueurs, on le sait tous, à 90% wallisiens et futuniens d'origine, présentent un gabarit hors norme au plus grand bonheur, bien sûr, des recruteurs et des grands clubs français, encore une fois. En tout cas, ça représente déjà un avantage considérable dans la conquête de la licence professionnelle. Voilà, le physique, le gabarit, ça joue un rôle important, comme tu viens de le dire. C'est en effet un bel avantage à côté des joueurs français qui n'ont pas forcément, entre guillemets, le même gabarit. Mais là, le problème ne réside pas, Élise, pour les joueurs d'ici, dans le physique, mais plutôt dans le mental. Il est difficile de quitter son île natale. Là, je ne vous apprends rien. Pour tenter l'aventure métropolitaine, tellement difficile qu'ils n'hésitent pas à refuser un contrat professionnel, un contrat pro, et donc refuser ce contrat pour revenir au pays. C'est le cas de Sefo Siaga qui joue à l'AS Ndambéa. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Mon retour, c'était plus dû à la famille, l'éloignement. C'était trop dur parce que comme je venais d'avoir un enfant aussi, c'était dur l'éloignement. Il y avait aussi un peu le mode de vie là-bas, c'était pas le même. C'est ça qui a fait que je suis revenu et tout. Ça m'a manqué un peu le caillou. Faut être préparé, déjà dès jeune, dès petit, à l'âge de 12 ans, 15 ans, il faut être préparé déjà avant de partir parce que quand tu commences à partir à 20 ans passés, déjà, c'est pas évident de mener une vie là-bas, alors que voilà, tu vas déjà préparer déjà ta vie ici. C'est pas le top, quoi. Il faut être préparé mentalement. Là, j'ai entendu parler d'un centre de formation, là. Ça sera l'idéal ici, là, de déjà préparer les gars ici, ensuite les faire partir, quoi. Voilà donc un témoignage qui pourrait servir d'exemple pour ceux qui se posent encore des questions. Voilà, pour éliminer également la peur, les appréhensions et puis pour suivre le chemin de Bernard Thévenot ou Alexandre Manoukoula. Ce sont deux pensionnaires du centre de formation du Stade Toulousain, donc le club rugby de Toulouse, de la Haute-Garonne, de Ndambéa à Toulouse. Ils ont décidé, Élise, de mener leur rêve jusqu'au bout, justement pour ne pas avoir de regrets, comme Paolo Tafili, excusez-moi, qui est devenu il n'y a pas longtemps un espoir toulousain. Ces jeunes montrent qu'il est possible de réussir, même pour ceux qui viennent de très loin. Voilà, merci Jamie. Et on te retrouve la semaine prochaine, plutôt vendredi. Pardon. Vendredi, Élise, commence pas à me renvoyer déjà au week-end. Merci, allez, à Élise, vendredi. Et merci à tous. Allez, on retrouve notre rubrique Grandeur Nature.
Bonjour Camille, alors aujourd'hui de quoi tu vas nous parler dans ta rubrique? Bonjour Élise, bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler d'un événement présenté par le WWF, un événement mondial Earth Hour. Alors intéressant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet événement? Alors avant de parler un petit peu de l'événement, on va vous présenter l'association, l'organisation mondiale de protection de la nature, le WWF. Alors cette organisation a été créée en fait en 1961, rebaptisée World Wide Fund for Nature en 1986 et WWF en 2001. Alors, donc, mais dis-moi, il me semble que c'est l'une des plus importantes organisations non gouvernementales. Exactement. Alors, pour donner un petit ordre d'idée, on va sortir quelques petits chiffres. 5 millions de soutiens à travers le monde. Elle est représentée dans 10 pays et elle propose environ... pas 10, pas 10, mais 100 pays. Ah, d'accord. Excusez-moi, 100 énorme, pays. finalement. Et elle propose environ 1300 projets environnementaux. D'accord. Et elle a été créée par qui? Elle a été créée en fait par un homme d'affaires, Victor Stolen, qui en fait est à l'origine de cette idée. Il a créé cette organisation pour collecter des fonds pour aider les animaux en voie de disparition. Donc c'est en fait une idée qui lui est venue tout simplement en lisant le journal, en lisant un célèbre journal britannique de Observer sur en fait un article qui traitait de la chasse et de la dégradation de l'environnement en Afrique de l'Est. Et donc il s'est associé à plusieurs personnes, notamment des scientifiques, des botanistes, des vétérinaires, voilà. Voilà, en tout cas, de cette association est née une organisation phare pour la sauvegarde de la nature. Et sinon, quelles sont les activités que mène cette organisation? Alors, elles sont nombreuses, donc je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais par exemple, elle surveille la réglementation internationale et nationale en matière d'environnement. Elle fait attention qu'elle soit respectée. Elle restaure aussi les espaces naturels qui sont dégradés. On peut le voir, par exemple, sur la Dembéa. Et puis, elle met en place des formations pour sensibiliser bien les personnes de tout âge à sensibiliser à l'environnement. Donc, voilà, toutes ces choses. Et puis il y en a énormément, mais bon, on ne peut pas toutes les citer aujourd'hui. D'accord Camille, donc pour résumer, tu me corriges si je me trompe, donc elle a pour objectif de stopper la dégradation de l'environnement dans le monde. Exactement, et pour rajouter aussi cette organisation veut aussi construire en fait un avenir où les hommes pourront vivre en harmonie avec la nature. Donc pour cela, ça va prendre du temps, il faut préserver bien sûr la biodiversité du globe et bien sûr penser aux ressources naturelles renouvelables, et donc en réduisant la pollution et la surconsommation. Donc voilà. Un petit peu pour rajouter sur l'association. D'accord. Alors, revenons à nos moutons concernant justement cet événement. Earth Hour, exactement. Voilà, Earth Hour. Alors, que peux-tu nous dire sur ce sujet? Et alors, cette année, plus précisément, le 28 mars a eu lieu l'événement Earth Hour. Alors, il s'agit du plus grand événement mondial de mobilisation, en fait, à l'échelle planétaire, donc organisé depuis 2007 par le WWF pour en fait mettre l'accent sur la lutte contre le changement climatique. Alors en général, est-ce que tu peux nous dire combien de pays ont participé à cet événement et depuis quand ce projet existe? Alors cette action a été suivie cette année dans 162 pays dans tous les continents. En 2007, pour la petite histoire, ça a été lancé en Australie. Le WWF Australie avait demandé en fait à tous les habitants de Sydney d'éteindre les lumières pendant 1 heure pour montrer que chaque personne peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. En 2008, l'action est devenue mondiale. 500 millions de personnes dans 400 villes de 35 pays ont participé. Ça a toujours pris comme ça de l'ampleur. En 2013, des centaines de millions de personnes dans 135 pays ont éteint aussi les lumières pendant 1 heure. Voilà un petit peu cette ampleur de ce projet WWF. D'accord. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit en effet d'éteindre
on va dire, ses lumières durant 1 heure. Mais pour, je veux dire, celui qui se pose plein de questions, pourquoi justement y participer? Eh bien, tout simplement parce que on sait très bien que le réchauffement climatique, eh bien, pose déjà des problèmes. Donc, pour donner une petite idée, hein, l'émission de CO2 augmente donc chaque année et notre climat se dirige à un réchauffement de 4 degrés par rapport au début de la révolution industrielle, ce qui est tout à fait au-dessus des limites scientifiques admises à 2 degrés. Donc, on part à la catastrophe. Si nous n'agissons pas, du coup, eh bien, les conséquences du réchauffement climatique peuvent être dramatiques sur notre biodiversité. Voilà, donc si tout le monde se mobilise, nous pourrons donc préserver notre planète. Et dis-moi, Camille, la Calédonie s'est mobilisée justement pour cet événement. Exactement, et nous étions là cette année. Donc voilà, c'était à Nouméa. Et donc nous avons participé à l'événement. Nous avons aussi rencontré sur place les différents acteurs des différentes associations qui luttent ici contre le réchauffement climatique. Donc en fait, on a souhaité participer à cette soirée et voir, comprendre qu'est-ce que les associations font justement pour préserver la Nouvelle-Calédonie. Donc on regarde. Un événement comme Earth Hour, 1 heure pour la planète, est avant tout un événement symbolique. Éteindre les lumières pendant 1 heure, c'est pas ça qui va changer l'avenir de l'humanité, l'avenir du climat. Par contre, c'est 1 heure où tout le monde, ensemble, citoyens, entreprises, élus, peuvent réfléchir ensemble, peuvent s'interpeller sur la réalité du réchauffement climatique et sur l'urgence d'agir. Alors aujourd'hui, nous sommes à Earth Hour avec nos jeunes de Symbiose Junior qui montrent comment, par exemple, on peut modifier l'efficacité énergétique de l'éclairage en utilisant des ampoules qui consomment très peu d'électricité, 10 fois moins d'électricité que les ampoules classiques, ce qui fait que moins on dépense d'énergie, plus on agit sur la diminution du réchauffement climatique. Ici pour expliquer aux gens comment ils peuvent réduire leur consommation d'énergie et comment ils peuvent économiser de l'argent avec des maquettes comme ici et avec une démarche qui s'appelle la démarche Négawatt qui est sobriété, efficacité et renouvelable. Donc on l'explique à tous les Calédoniens en leur présentant avec des maquettes. On leur dit, en leur distribuant des petits tracts, comment ils peuvent faire avec des éco-gestes et tout. Et après, ils comprennent mieux quand le message il passe par nous. Parce que si jamais on continue à faire comme ça, on n'aura plus d'électricité, on n'aurait plus d'énergie fossile. Et peut-être aussi, on n'aura plus d'eau pour pouvoir faire de l'électricité. Donc voilà. L'association Droit au vélo a été créée en février 2014 pour répondre à un besoin qui était le développement du vélo comme mode de déplacement à Nouméa. Un vélo, c'est 16 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre, alors qu'une voiture, c'est 15 fois plus. Donc si on veut faire des économies d'énergie, il n'y a rien de mieux que le vélo. Donc on a une action sur le terrain par la rencontre et les échanges avec les pouvoirs publics, notamment sur les projets de pistes cyclables où on demande que ces réseaux de pistes soient étendus. Et avec la DI3T sur un projet de piste qui va relier le centre-ville à Nouville, à l'université de Nouville. Toutes ces lampes-là, elles sont sans filament. Donc toutes les lampes modernes qui remplacent les lampes filaments sont recyclables. Et malheureusement, pour l'instant, les lampes filaments, comme c'est que du verre et de la ferraille, elles ne sont pas recyclables puisqu'elles ne sont pas dangereuses proprement dites. Alors Tricodex est un éco-organisme à but non lucratif et nous sommes là pour organiser des filières de déchets recyclables en Nouvelle-Calédonie. Et nous sommes très intéressés par être sur cet événement parce que ça nous permet d'expliquer que les ampoules, notamment basse consommation, fluo-compact, les LED, les néons, sont enfin recyclables en Nouvelle-Calédonie. Elle fait partie de cette filière que l'on appelle les déchets d'équipement électrique et électronique, c'est-à-dire l'informatique, tout ce qui va être frigo, congélateur, c'est enfin recyclable en Nouvelle-Calédonie. Et donc on est très content d'être là pour pouvoir expliquer à la population que toutes ces filières sont mises en place sur le territoire. Cette année, la mairie s'est particulièrement impliquée pour organiser toute la soirée et pour aussi mener des actions de sensibilisation au réchauffement climatique. Donc on s'investit pour cette soirée-là aussi, mais parallèlement à cet événement, on poursuit tous nos objectifs de l'agenda 21. Les mercredis, on donne des cours aux enfants
dans les maisons de quartier pour les sensibiliser au réchauffement climatique. Enfin, on fait une multitude d'actions qui nous permettent de remplir notre agenda 21. L'agenda 21, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toutes les mesures environnementales qui doivent être prises pour le 21e siècle. Et donc la mairie s'y tient à travers différentes actions, notamment comme l'Earth Hour de ce soir. Et ça, c'est encore d'autres déchets qui sont évités d'être envoyés à l'ISD de Gadji pour être... La SIC est engagée dans le développement durable depuis 2008 avec la mise en place de son projet d'entreprise qui est engagé sur la RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale. Le but étant d'améliorer en fait l'impact que la SIC pouvait avoir sur son parc locatif et au niveau de ses nouvelles constructions. On est engagé donc sur diverses problématiques du développement durable, la conception bioclimatique, le traitement des déchets de notre parc locatif. La SIC était la première entreprise locale à mettre en place des points d'apport volontaires sur ces résidences. Donc aujourd'hui, on a 24 résidences qui sont desservies par des points d'apport volontaires sur lesquels on récolte donc le carton, le papier, les métaux et le verre. Donc nous à Kaleido Clean, si on est là ce soir, c'est aussi parce que nous on est acteurs directement donc dans l'environnement. On fait beaucoup de recyclage et on travaille avec beaucoup d'entreprises de recyclage. Et donc recycler, c'est aussi justement réutiliser des matières qui sont lourdement produites et justement avoir un impact global sur l'impact carbone, parce que c'est un peu le but, c'est se dire bon bah voilà, qu'est-ce qu'on va apporter, quelle sera la pierre qu'on va apporter à l'édifice. Bon bah voilà, nous on prône le recyclage, on prône la réutilisation des matières et on prône surtout d'éviter la surconsommation et le gaspillage. Donc on est directement lié à la démarche Earth Hour et on est content d'être là ce soir pour présenter un petit peu nos actions et nos partenaires. L'association covoiturage.nc est une association qui a 6 ans. Sur le site web covoiturage.nc, il y a 2200 personnes qui sont inscrites, ce qui est vraiment pas mal. L'association a été créée tout simplement pour répondre à un besoin. Il n'y avait pas de site web qui organisait le covoiturage en Nouvelle-Calédonie. Et il y a énormément d'embouteillages, notamment aux abords du Grand Nouméa. Le but, c'est de faire des économies, parce que quand on partage sa voiture, évidemment, on peut demander une petite participation financière. Donc déjà, il y a un intérêt économique à faire du covoiturage. Il y a aussi un gros intérêt écologique, parce que évidemment, quand on met 2 personnes dans une voiture, ça évite de prendre 2 voitures. Donc on divise par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a aussi un gros avantage qui est de rencontrer des gens, de faire du lien social, de créer de la solidarité. Quand il y a des gens qui n'ont pas de voiture, eh ben on peut proposer sa propre voiture pour les aider à faire des trajets. Voilà. Donc c'est économie, écologie et solidarité. Earth Hour, ça sert à interpeller les consciences, à inviter les citoyens, les chefs d'entreprise et nos politiques à passer à l'action. Le temps des constats, c'est révolu. Aujourd'hui, c'est le temps de l'action. Tout le monde peut et doit agir. Les citoyens, tous les jours, on a l'occasion de réduire notre note carbone, de l'électricité, des transports, de nos choix de consommation, manger local, le fait de faire du covoiturage, de baisser, de s'inscrire à Energeco. Tous ces gestes, on peut les faire au quotidien. Les chefs d'entreprise doivent passer aussi à l'action. La compétitivité dans le monde économique sera de plus en plus liée à la sobriété carbone. Et puis nos élus, eh bien on attend à ce qu'ils nous mettent à disposition des transports en commun performants. Il y a le projet Néobus que tout le monde attend. Et puis d'utiliser l'argent public pour des projets sobres en carbone. Donc bien sûr, pas de charbon, mais le développement des énergies renouvelables et toutes ces solutions qui permettent véritablement d'être optimistes pour l'avenir. Le changement climatique, c'est ici et maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, oui! Voilà, donc c'est un bel événement. Alors, c'est bien que la Nouvelle-Calédonie ait participé, parce qu'on est reconnu quand même comme un pays qui pollue beaucoup. Et puis, c'est un bon geste éco-citoyen. Exactement. Alors, pour donner des petits chiffres sur l'événement, qu'est-ce que finalement ça rapporte? Qu'est-ce qu'est l'intérêt en termes de chiffres? Eh bien,
Enercal nous a fait le calcul sur l'impact de Earth sur la courbe de la consommation de la distribution publique, donc hors métallurgie. Et donc, ils ont comparé la consommation de ce samedi au samedi de la semaine précédente, donc ce samedi 28 mars, la semaine précédente. Donc, les résultats sont une diminution de 4 mégawatts, soit environ 4% de baisse sur la puissance totale, ce qui veut dire une économie d'énergie de l'ordre de 2 mégawattheures, soit 2,4% d'énergie consommée en moins entre 20h30 et 21h30. Donc pour donner un ordre d'idée, 2 mégawattheures d'énergie, c'est en fait en moyenne la consommation d'un foyer calédonien en milieu rural sur un an et un foyer en milieu urbain sur 6 mois. Et je pense qu'on devrait pas mal l'impact. On devait faire ça d'ailleurs une fois par mois. Alors du coup, est-ce que tu as des conseils justement pour économiser notre énergie? Eh bien, alors les conseils, on les a largement donnés dans le sujet, mais donc on va le redire, hein, prenez le vélo, pensez au convoiturage, recyclez les ampoules. Et alors à ce moment-là, on va aussi parler de la consommation d'énergie. Donc comment on fait? Eh bien tout simplement, quand on achète un appareil, on fait attention à acheter un appareil qui utilise, qui a un appareil de basse consommation, je vais y arriver. On va aussi éteindre les veilleuses des appareils électriques aussi, et on éteint bien sûr les lumières quand on quitte une pièce, et puis attention aux climatiseurs aussi, aux climatisations, les mettre entre 22, 24 parce que sinon après on consomme beaucoup trop d'énergie. Donc voilà des petits conseils pour sauver la Nouvelle-Calédonie et notre planète. Voilà, on va essayer de suivre tes conseils, et puis il faut suivre, hein, d'autant plus que cette année notre caillou figurera aux côtés du Qatar, du Koweït et des Émirats arabes unis, hein, sur le podium des principaux contributeurs au réchauffement global. Donc il faut faire très attention à notre planète. Merci Camille, et puis on te retrouve la semaine prochaine. Merci Elise, à bientôt. Voilà, donc on passe tout de suite à notre rubrique C'est citoyen. Bonjour Christophe, alors tu nous parles de quoi aujourd'hui dans ta rubrique C'est citoyen? Bonjour Elise, bonjour à tous. Je vais vous parler de justice et plus particulièrement de centres pénitentiaires. Les personnes privées de liberté suite à un crime ou à un délit sont aujourd'hui détenues au camp Est à Nouville. Mais la situation est susceptible d'évoluer dans les années à venir. Alors Christophe, qu'est-ce qu'un centre pénitentiaire? Un centre pénitentiaire, c'est une prison qui comprend au moins 2 quartiers de régime de détention différentes. Par exemple, une maison d'arrêt et un centre de détention. La maison d'arrêt a pour vocation d'accueillir les personnes prévenues en détention provisoire, c'est-à-dire les personnes en attente de jugement ou dont la condamnation n'est pas définitive. Mais également les personnes qui ont été condamnées ou pour lesquelles le reliquat de peine n'excède pas 2 ans. Un centre de détention est un type de prison dans laquelle les prévenus présentent les meilleures garanties de réinsertion et dont la peine est au moins de 2 ans. Enfin, il existe les maisons centrales qui recueillent les détenus les plus difficiles. Et là, la mission principale est axée sur la sécurité. Alors, qu'en est-il du camp Est? Le camp Est comporte une maison d'arrêt comprenant des cellules de 12 mètres carrés où normalement 2 personnes devraient être détenues. Le centre de détention dispose d'un quartier ouvert et d'un quartier fermé qui reçoit des condamnés pour de longues peines jusqu'à la perpétuité. Le centre pénitentiaire reçoit également des personnes sur surveillance électronique ou placées à l'extérieur. Enfin, un quartier pour jeunes détenus, un quartier pour femmes et un quartier de semi-liberté complètent le dispositif relevant du camp Est. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous dire, justement, nous parler des conditions de détention du camp Est? Un rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté de novembre 2011 est alarmant. Au moment de la visite, 438 personnes étaient détenues au camp Est et hébergées pour un nombre théorique de 218 places, avec un taux d'occupation, notamment dans la maison d'arrêt des hommes, de 300%, c'est-à-dire 3 fois plus de détenus que de places théoriques. Sur les 14 établissements d'outre-mer, le camp Est était en 2013 dans la liste des structures les plus surpeuplées à la 4e position. En plus de cet état de surpopulation carcérale chronique, les conditions de vie des détenus étaient très dégradées, avec des situations où 6 personnes cohabitaient dans une cellule de 12 mètres carrés. Dans ces conditions, aucune intimité n'est possible et les locaux évoluent vers une vétusté de plus en plus grande. Alors, comment l'État réagit justement après ce rapport? En 2012, la garde des Sceaux, qui est la ministre de la Justice, Mme Taubira, a demandé une mission conduite par Mme Humbert Carretta. Et cette mission a été chargée de faire une analyse précise de la situation pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie et des propositions concrètes. À la suite de la publication de ce rapport, la garde des Sceaux a annoncé la rénovation et l'extension du camp Est sur le site actuel de Nouville. Un programme immobilier de l'ordre de 4,8 milliards de francs CFP a été lancé.
Et où en sommes-nous aujourd'hui? Les opérations de sécurisation les plus importantes ont été réalisées et les bâtiments ont été rénovés à 90%. Un nouveau quartier de préparation à la sortie d'une capacité de 81 places accueillant des personnes détenues en semi-liberté ou en fin de peine a été ouvert en février 2014. À l'issue de ce programme de rénovation, le centre pénitentiaire du Grand Est comportera 420 places dignes et sûres. Actuellement, autour de 450 personnes sont écrouées et hébergées à Nouville, ce qui représente un taux de détention de 175 pour 100 000 habitants. En métropole, c'est 100. Alors, la situation va également évoluer en province Nord. En effet, Élise, un centre ouvert va être construit à Koné. Je vous propose de découvrir en images le protocole d'accord qui a été signé entre l'État et la province Nord à ce sujet. C'est un événement important pour le rééquilibrage en termes d'investissement public et pour nos populations. C'est important qu'aujourd'hui on rentre dans l'opérationnalité de ce projet pénitentiaire du Nord qui devrait permettre de rapprocher les services pénitentiaires de nos populations, avec la proximité d'un tribunal pour suivre les détenus qui seront reçus dans ce pénitencier. On s'est porté candidat à l'identification de cette évolution du système carcéral calédonien fléché par le rapport Careta, qui préconisait donc la possibilité de désengorger le camp Est en traitant séparément donc une population de plus en plus jeune, mais qui serait concernée par des courtes peines, des peines aménagées, ou en tous les cas les préparer, ces jeunes, à la réinsertion dans leur milieu d'origine. Compte tenu de la composition de la population carcérale en Nouvelle-Calédonie, où il y a plus de 80% de Kanaks et notamment beaucoup de ressortissants de la province Nord, c'était l'occasion d'avoir cet équipement dans le Nord pour effectivement préparer, prendre en charge ces trois catégories de détenus dans le Nord, donc au plus près de la population. S'il faut les réinsérer, autant les réinsérer dans leur milieu d'origine. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour la signature de ce protocole pour la mise en place d'un centre pénitentiaire dans le Nord, sur la zone de Koné. Et donc nous allons revenir un petit peu sur les tenants et aboutissants de ce projet, ainsi que sur disons, les conditions de sa mise en œuvre et faire un point également sur l'état d'avancement du dossier. Ce projet, comme l'a rappelé le président de l'Assemblée de la province, c'est d'abord un engagement politique qui fait suite aux accords de Matignon-Oudinot et de Nouméa et qui s'inscrit complètement dans la politique de rééquilibrage voulue par ces accords. Rééquilibrage économique bien sûr, mais aussi rééquilibrage plus large en termes d'accès aux services publics, d'accès à la justice. Et dans ce cadre, il était effectivement prévu que l'organisation de la justice, que ce soit au niveau du tribunal, que ce soit au niveau du centre pénitentiaire, puisse évoluer et tenir compte de cette politique de rééquilibrage. On pourra mieux associer aussi bien les services de la province, des communes et les coutumiers à la préparation de cette réinsertion sur place. Donc c'est un petit peu, c'est à la fois l'intérêt pour le rééquilibrage pour accueillir des investissements publics dans le Nord, mais en même temps positionner cet établissement dans un milieu où il y a un certain nombre d'équipements réalisés par la province Nord et la Nouvelle-Calédonie. Et en même temps, donc, fixer les populations, ceux qui vont travailler dans ce centre vont loger ici, vont participer à la vie ici. J'espère que les opérations, la réalisation de cet équipement va être portée aussi par des entreprises du Nord. Et en même temps, en termes de justice, on fait évoluer le système pénitentiaire dans le sens d'une meilleure prise en compte des réalités locales par l'exercice de la justice et en tout cas le placement des détenus.
Les ambitions locales, je les rappelle très, très brièvement, c'est d'abord de rapprocher les détenus de leurs familles. Il y a actuellement au camp Est un certain nombre de détenus, une part non négligeable de détenus qui sont originaires de la province Nord. Aujourd'hui, pour leurs familles, c'est évidemment assez compliqué de leur rendre visite. C'est loin, parfois très loin, pour certaines tribus de la côte Est ou du Nord. Et donc là, le premier souci, c'était de rapprocher les familles des détenus les détenus de leur famille. Et la deuxième idée, la deuxième ambition locale, c'était aussi de travailler dans une optique d'insertion, c'est-à-dire de faire un centre qui n'était pas tout à fait l'identique du camp Est, mais qui était, comme l'a rappelé le président Néoutine, un centre ouvert, un centre plutôt tourné vers la réinsertion de gens qui auraient été sur des peines, condamnés à des peines légères ou qui étaient plutôt en fin de peine, et donc les préparer à leur réinsertion dans le Nord. C'est un pénitencier ouvert, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire des murs de 8-9 mètres, de mettre des barrières partout, la sécurité sera allégée, puisque par principe c'est un centre ouvert. Donc les détenus vont avoir des activités aussi bien à l'intérieur du pénitencier que la possibilité de participer à des programmes de formation, etc., en dehors du centre. Donc ce sont donc déjà des populations qu'il faut bien, une population carcérale qu'il faut bien accompagner, mais donc je veux dire, c'est un effort qui doit être pris en charge par l'État. Je parlais de gendarmerie tout à l'heure, des services du tribunal de Koné, de l'extension de la compétence du tribunal de Koné, mais nous aussi en termes de population, de gérer nos populations pour l'acceptation de ce centre. Donc jusqu'ici, quelqu'un est condamné et il disparaît du paysage jusqu'à temps qu'il revienne. Mais est-ce qu'il a pu... il a été condamné, donc il exécute sa peine. Mais avant de revenir dans le milieu, on ne sait pas s'il a été formé. En tous les cas, le rapport Careta dit que c'est pas du tout, cette orientation n'a pas du tout été mise en valeur dans le système de Nouvelle jusque-là. Ça va l'être à partir de maintenant. Donc, il n'y a pas de raison de faire peur d'une population carcérale qui, à très court terme, va retrouver la vie active. Donc, autant l'accueillir et l'accompagner. Et donc, c'est bien la raison pour laquelle ce centre va être positionné dans un milieu ouvert où il y a des activités et pas comme, je peux dire, du temps du bagne ou pour des petits délits. On envoie aussi les gens dans un îlot quelque part perdu. Non, c'est plus du tout la tendance. Et donc les orientations données par Mme la garde de Sceaux, c'est justement d'éviter d'envoyer systématiquement en prison en milieu fermé des catégories de citoyens qui sont condamnés pour des peines légères, autant les traiter autrement et les accompagner. Quelques exigences donc dès le départ pour la réalisation de ce centre de détention. Tout d'abord, une capacité évolutive. Il y a une première maille qui a été appréciée autour d'une centaine de places, sans que ce soit à ce stade plus précis, mais avec une capacité d'évolution, puisqu'on est quand même dans une zone qui elle-même évolue. Et un établissement, et là on est bel et bien dans ce processus qui va vers le retour au milieu libre et à l'insertion, donc un établissement qui soit proche d'un environnement porteur, un environnement social, un environnement associatif, un environnement également tourné vers le secteur privé. On verra tout à l'heure qu'en termes de localisation, on se situe proche de cet environnement qu'on considère favorable. Et également donc avec un certain nombre, ça a été indiqué tout à l'heure, d'institutions qui constituent un tout cohérent par rapport au volet carcéral. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'avoir un peu plus de précision sur la localisation de cet établissement. Donc je vais vous présenter l'environnement général du projet. Alors vous voyez sur la carte le centre pour peine aménagée qui est indiqué par une étoile rouge dans le rectangle. Donc nous sommes situés entre les villages de Point-Bout et de Koné, à proximité du carrefour entre la RT1 et la Koné-Tiwaka qui permet de se diriger vers la côte Est. Un établissement pénitentiaire, c'est pas simplement que de l'hébergement.
un établissement pénitentiaire, c'est aussi des programmes d'insertion, c'est des programmes de formation, ce sont des programmes aussi qui sont axés vers la recherche d'emploi. Donc il est absolument indispensable pour que ces programmes soient mis en œuvre, que l'établissement pénitentiaire s'insère dans un tissu économique et social. D'où la nécessité de le rapprocher d'un certain nombre d'infrastructures. Et justement, le terrain qui nous a été proposé par la province Nord remplissait, je dirais, ces conditions. C'est pour ça que le foncier de Pailly-en-Bouët était intéressant, puisque à proximité, dans l'entourage de ce foncier, on trouve le lycée agricole et général qui aujourd'hui est en cours d'extension et qui devrait être finalisé pour 2019 dans son volume définitif avec un CFPPA, donc de la formation pour adultes. On a aussi à Koné le RSMA, qui développe aussi de la formation pour adultes. Et puis on a quand même un pôle économique à proximité avec le lotissement artisanal des Cassis qui permettrait effectivement peut-être de l'accueil des détenus en stage, en formation de courte durée. Je crois qu'il faut souligner l'engagement très fort du président de la province Nord et de l'Assemblée de la province Nord pour faciliter au mieux la réalisation de cette infrastructure. Le terrain est cédé gratuitement par la province Nord et la province Nord, par ailleurs, a accepté de financer un certain nombre d'ouvrages de viabilisation selon un partage financier qui marque en tout cas son engagement dans la dynamique de ce projet. C'est aussi ça l'expression d'un projet. C'est un projet qui est partagé évidemment entre l'État et les collectivités dont la province Nord. Voilà pour ce centre de détention ouvert qui va offrir 100 places, coûter 2,8 milliards de francs CFP et ouvrir en 2019. Alors Christophe, le reportage parle de rapprocher les détenus de leur famille et surtout de réinsertion. Alors en quoi cela consiste ? En collaboration avec les partenaires publics et associatifs, l'administration pénitentiaire met en place des dispositifs d'insertion qu'elle offre aux détenus ou aux personnes faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté. En milieu fermé, les actions menées par le service pénitentiaire d'insertion et de probation doivent permettre aux détenus de préparer leur sortie et de retrouver une insertion dans la société. En milieu ouvert, les travailleurs sociaux des SPIP ont un rôle de contrôle, de conseil et d'orientation vers les organismes habilités. Alors qu'en est-il du service pénitentiaire d'insertion et de probation en Nouvelle-Calédonie ? Donc, comme je le disais, ce service intervient pour préparer la sortie des personnes détenues et suit également à l'extérieur près de 1600 personnes à des peines restrictives de liberté ou placées en aménagement de peine. Ce service dispose d'un pôle à Koné et à Nouméa. Ces résultats sont concluants puisque le taux d'aménagement de peine est passé de 9% en 2011 à 25% en 2014. Voilà, merci Christophe pour cette présentation. Merci Élise, merci à tous d'avoir suivi cette chronique. J'aurai l'occasion de revenir sur la justice, notamment en parlant du fonctionnement du tribunal de Koné. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de Ces citoyens consacrée à la visite du président de l'Assemblée nationale. Merci, à la semaine prochaine et on rejoint donc Chloé pour notre rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Élise, salut à tous. Alors c'est parti pour les sorties de ce début de mois de mai, les sorties ciné. Et donc on commence avec Kate Winslet. Kate Winslet et Alan Rickman qui sont à nouveau réunis à l'écran. C'est la première fois depuis Raison et Sentiment, c'était il y a 10 ans. Et donc cette fois le couple est à l'affiche de Little Chaos, en français Les Jardins du Roi. Un film donc avec et réalisé par Alan Rickman. D'accord, donc il réalise et joue également dans le film. Voilà, tout à fait. Alors il retrouve ici un univers proche de celui de Shakespeare qu'il a exploré de nombreuses fois au théâtre, ainsi qu'un plateau de tournage aux moyens très modestes après avoir joué lui-même dans des blockbusters tels que la saga Harry Potter, où il jouait le professeur Severus Rogue. Et donc pareil pour Kate Winslet, elle a pu trouver le temps en fait de jouer le personnage de Sabine entre le tournage des 2 premiers films de la saga Divergente. Très bien, alors dis-nous, Les Jardins du Roi, de quoi ça parle ? Alors le film se déroule en France en 1682. Kate Winslet campe donc
donc Sabine de Barra, une paysagiste dont le talent lui vaut d'être invitée à la cour du roi Louis XIV. Elle a donc comme mission de créer l'un des nouveaux jardins du château de Versailles, le Bosquet de Rocaille, une pièce maîtresse des jardins, donc la salle de bal à ciel ouvert du nouveau palais que le roi Soleil veut faire construire pour éblouir toute l'Europe. Voilà, donc elle va donc faire la rencontre d'André Le Nôtre, le célèbre paysagiste du roi, et qui est donc interprété par l'acteur belge Matthias Schoenaerts. Donc le personnage de Kate Winslet, quant à lui, ne fait pas que de relever les défis liés à la conception et à la construction d'un nouveau jardin royal, mais la jeune femme va aussi relever les barrières sociales, défier les barrières sociales et aussi les barrières liées à son genre. Alors, quelque chose me dit que c'est également une histoire d'amour, si je me trompe ou pas. Non, tu as raison, oui, effectivement, c'est aussi une histoire d'amour qui va naître entre ces deux artistes à l'origine donc de la création du Bosquet de Rocaille. Donc, ce sont deux personnages au style diamétralement opposé. Le travail de Le Nôtre est beaucoup plus structuré, il est très construit au plan architectural. Son jardin est plutôt sévère, quasiment monolithique, avec des arbres taillés de 2,50 m à 3 m de haut, des buis taillés en cône, bref, le jardin à la française. À l'inverse, Sabine, elle est une artiste, elle est beaucoup plus libre d'esprit, elle est beaucoup plus créative. Son jardin, donc l'espace de travail qu'elle a aménagé avant le début de l'histoire, se trouve dans une ancienne écurie. Il s'agit de son studio, c'est là qu'elle travaille, c'est aussi là qu'elle vit. Et donc la végétation y pousse librement, sans règles. Il s'apparente plutôt au jardin à l'anglaise, beaucoup plus irrégulier et plus sauvage. Donc ce qui compte pour elle, ce sont les plantes et leur texture. Voilà, donc ce film met en scène la rencontre de deux grands esprits, mais aussi de deux âmes qui vont tomber sous le charme l'une de l'autre et qui vont aussi se stimuler sur le plan créatif. D'accord, donc deux personnages opposés qui se complètent et qui vont justement donc s'inspirer mutuellement. Alors dis-moi, André Le Nôtre est un personnage historique très connu, qui a donc existé, on l'a dit, c'était le jardinier officiel du roi Louis XIV. Voilà. Et cette Sabine de Barra, alors c'est qui? Elle a vraiment existé, elle? Alors non, justement Élise, bien que le film soit inspiré effectivement d'une histoire vraie autour du souhait de Louis XIV de faire construire ce fameux Bosquet de Rocaille au château de Versailles, le personnage de Sabine de Barra est une pure invention. En fait, elle a été créée dans le but d'apporter plutôt au récit davantage de romanesque, on va dire. Plus d'amour. Voilà. D'ailleurs, la productrice Gail Egan a déclaré que ce personnage donne tout son sens au film. À la lecture du scénario, Kate Winslet d'ailleurs a été frappée par l'incroyable modernité, surtout de cette histoire, bien qu'elle se déroule au XVIIe siècle, je rappelle. Donc Sabine, c'est une héroïne plutôt des temps modernes, qui aborde la vie, l'acte de création et les émotions de manière très actuelle, de sorte qu'on puisse s'identifier à elle. Et donc c'est dans cette même optique que l'équipe artistique du film a souhaité aussi confectionner des tenues d'époque beaucoup plus modernes pour éviter qu'une distance s'installe entre le public et l'histoire, et donc pour éviter que le public ne puisse s'identifier au personnage. Donc tout a été mis en œuvre pour montrer le XVIIe siècle en le reliant au XXIe siècle, de façon à ce que le film soit abordable pour le public d'aujourd'hui. D'accord. Et donc, étant donné que l'histoire se déroule au château de Versailles, est-ce que ce film a été réalisé en France? Alors au début, l'équipe de tournage envisageait justement de tourner quelques séquences en extérieur, en France, pour ancrer donc l'univers dans une réalité historique, et puis ensuite de tourner les scènes en intérieur au Royaume-Uni. Et puis finalement, au moment des repérages, les techniciens se sont rendus compte que le Royaume-Uni possédait en fait de très belles bâtisses proches de l'architecture du XVIIe siècle, comme on pouvait en trouver en France à cette époque. Donc le tournage s'est donc entièrement déroulé au Royaume-Uni, ce qui a permis d'alléger surtout les coûts de production. Voilà, donc Les Jardins du Roi, c'est une histoire simple, intemporelle, c'est aussi un message qui nous est délivré, l'importance de vivre sa passion, car c'est ce qui nous donne, qui donne toute sa valeur à la vie. On regarde le résultat en images. The palace of Versailles shall be the heart of our kingdom, with gardens of exquisite and matchless beauty. Heaven shall be here. Are you a believer in order over landscape? Well, I admire it. This abundance of chaos, this is your Eden? My search for it. You're inviting new ideas into the gardens. Why? I've been persuaded to expand my horizons. This project, is it worthy of us? Why me? I watched you in my garden. I was curious. I've been issued an invitation to the Louvre. Give me a kiss instantly, or I shall take grave offense. I am no one.
And what could the interest be? You are no one where everybody is someone. Your Majesty. Some of the roses seem faded and overblown. That fate awaits all roses, sire. Walk with me. In the end, we have only our instincts. Her work encouraged me to see beauty. Only some of us have that gift. Under nature's eye, all roses may bloom, and although the elements may treat us cruelly, patience, care, and a little warmth from the sun are our best hope. Avec un très beau film à tous les niveaux. Et on poursuit avec un autre registre, puisque la prochaine sortie dont tu nous parles est un film d'horreur. Oui, il est d'ailleurs interdit aux moins de 12 ans. Il s'intitule Pyramide, réalisé par le français Grégory Levasseur. Alors, le décor est planté, j'imagine qu'on part justement pour l'Égypte. C'est bien ça, quel esprit de déduction, Élise. Pyramide. Donc oui, en effet, l'histoire nous emmène en Égypte, en plein désert, où des archéologues découvrent une pyramide unique en son genre. Donc en y pénétrant, ils vont affronter bien plus qu'une malédiction. Ils sont piégés au cœur d'un labyrinthe et quelque chose les traque. D'accord, ce film est réalisé par Grégory Levasseur, donc est-ce que c'est un habitué du genre? Grégory Levasseur, oui et non, puisque en fait c'est la première fois qu'il passe seul à la réalisation. Il avait été donc scénariste, producteur, directeur artistique et assistant réalisateur sur les films d'Alexandre Aja, qui lui est un spécialiste du genre. Donc effectivement, pour ne pas trop chambouler ses habitudes, il reste dans le registre de l'épouvante. Et donc en fait, qui dit Grégory Levasseur dit Alexandre Aja. Donc les deux compères ne se quittent plus depuis leur premier film Furia, qui avait été réalisé en 99. Et ils ont à leur actif 5 films en commun réalisés en l'espace de 15 ans. Donc pour Pyramide, Alexandre Aja était présent pendant toute la préparation du tournage et visionnait les rushs quotidiennement. Il n'était néanmoins pas sur les lieux du tournage puisqu'il mettait en scène à ce moment-là son propre film, Horns, sorti récemment avec Daniel Radcliffe. D'accord, donc il a choisi de faire son premier film sur fond de mythologie égyptienne. Voilà, en fait c'est le producteur Scott Silver, qui est passionné d'égyptologie, qui a eu l'idée de départ de Pyramide. Donc en effet, dans le film, les archéologues se servent d'une technologie d'imagerie satellite qui révèle donc des sites inédits. Donc cette technologie existe réellement depuis 2011 et Scott Silver pensait que ça ferait un intéressant point de départ pour ce film. Donc ensuite, effectivement, pour constituer l'intérieur de la pyramide maudite, Alexandre Aja et Grégory Levasseur se sont intéressés à la mythologie égyptienne. Ils ont fait de cette pyramide donc un temple à la gloire du dieu Osiris, et la prison d'Anumis, le dieu à la tête de chacal. Voilà, donc l'histoire de la pyramide est effectivement, bien évidemment, fictive, mais ils l'ont nourrie de mythologie égyptienne et ancrée dans l'histoire de la région. D'ailleurs, pour préparer leur rôle, j'imagine que les acteurs, justement, aussi ont dû récolter pas mal d'infos sur le sujet. Tout à fait. L'actrice principale, Ashley Henshaw, qui incarne donc une archéologue dans le film, est elle-même passionnée d'archéologie dans la vraie vie. D'ailleurs, avant de devenir actrice, elle souhaitait faire des études dans ce domaine. C'est pourquoi elle ne pouvait pas refuser ce rôle. Quant à l'acteur Denis O'Hare, qui joue son père, qu'on vient de voir à l'instant sur la photo aussi, lui, il interprète donc le père de Nora, je viens de le dire. Il s'est préparé donc pour le film en assistant à plusieurs conférences sur l'Égypte ancienne et puis en étudiant aussi d'autres civilisations de l'époque. C'était pour lui donc une bonne excuse pour découvrir un nouveau domaine. Alors, ils ont tourné le film où? En Égypte? Alors, tu fais bien de me poser cette question, Élise, parce que le tournage s'est déroulé pendant les manifestations anti-Mohamed Morsi, le membre des frères musulmans arrivé au pouvoir en Égypte avec la destitution de Moubarak. Donc, le film s'inspire de ce climat de tension pour mettre en place donc son intrigue en utilisant donc des véritables images des manifestations. Donc, la production a expliqué que le but, c'était bien sûr de présenter au public un univers captivant, mais pas d'en faire un film politique. Ils ont donc opté pour le scénario le plus classique et le plus crédible, ce qui leur a permis d'évoquer le sujet sans le politiser. Donc ça, c'est pour expliquer le climat du film. En revanche, pour ce qui est du lieu, non, ils n'ont pas tourné le film en Égypte. La production a décidé de tourner le film au Maroc, un lieu que Alexandre Aja connaît bien puisqu'il avait mis en scène 2 de ses films là-bas, Furia et La colline à des yeux. Et donc, en plus de la proximité géographique avec l'Égypte, c'est un pays où l'on trouve des équipes techniques de grands talents et de grands studios de cinéma. On regarde le résultat tout de suite. On l'appelle la malédiction des pharaons. Une vengeance contre les aventuriers osant profaner les tombeaux sacrés des pyramides. 1699.
Un navire polonais transportant 2 momies est tenté par des visions spectrales et essuie de violentes tempêtes. 1803, 4 membres d'une expédition entrent dans la pyramide de Képhren et n'en ressortent jamais. 1922, le tombeau de Toutankhamon est ouvert et une série de morts atroces s'abat sur l'équipe responsable de l'excavation. Lors des 91 années qui suivirent, aucune autre tombe ne fut profanée. Dites-leur surtout de ne pas l'ouvrir! Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Air toxique. Qu'on trouve habituellement dans des grottes ou des tombes qui sont restées fermées longtemps. Comme vous le voyez, la pyramide devant moi n'a que 3 côtés. Pas 4 comme les pyramides de Gizeh. Regardez-moi la taille que ce truc doit faire. Famille! Il dit qu'on peut pas entrer là-dedans. Je t'en prie, c'est la découverte du siècle. Vous êtes tarés de penser que j'irai pas là-bas avec vous. Restez groupés. Et surtout ne touchez à rien. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Ces inscriptions racontent une histoire. C'est un avertissement. Pour avertir de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on sorte d'ici l'un après l'autre. Oh mon Dieu! C'est un cul-de-sac. C'est un labyrinthe. Il semble avoir été construit dans un but précis. D'empêcher de sortir quiconque y pénétrera. Vous avez entendu ça? Non, c'est pas arrivé. Voilà, frissons et effets spéciaux garantis. Allez, direction les autres salles du pays, Chloé. Oui, alors à la fois cette semaine, retrouvez Shaun le Mouton, film d'animation de Mark Burton et Richard Starzak. Donc des séances prévues aujourd'hui et samedi à 17h30. Et puis les Avengers reviennent avec Avengers l'ère d'Ultron, réalisé par Joss Whedon. Une séance est programmée demain, jeudi 14 à 17h30 et samedi 16 à 19h30. Et puis du côté de Bourail, c'est aussi Shaun le Mouton qui est à l'affiche aujourd'hui à 17h30 et vendredi 15 à 18h30. Et puis on retrouve également Chris Hemsworth dans le deuxième film proposé qui est donc Hacker, un thriller d'action de Michael Mann, programmé donc demain et samedi à 18h30. Voilà, donc merci Chloé et puis on te retrouve vendredi. Merci beaucoup, avec plaisir. À vendredi tout le monde. Allez, on retrouve Mara pour notre rubrique La science et nous. Salut Mara. Salut Elise, salut à tous. Les robots sortent des laboratoires, des usines et des salles d'opération pour s'inviter dans notre quotidien. Ces concentrés de haute technologie ne sont désormais plus réservés à ces secteurs où bien entendu être à la pointe est indispensable. Une nouvelle génération de robots apparaît, essentiellement dédiée à nous faciliter la vie. C'est vrai hein, qu'on entend souvent que les robots sont nos futurs compagnons de vie. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, tu as pu le remarquer, vous avez pu le remarquer, on n'en est pas encore au stade où il y a un robot dans chaque maison. Enfin, attention au terme, hein, car ici, par robot, on désigne bien un objet capable de perception, de décision et d'action. On ne parle pas du mixeur ou du simple ordinateur. Attention, non, aujourd'hui, en robotique, les ingénieurs planchent sur des robots domestiques destinés aux tâches ménagères, des robots d'assistance aux personnes en perte d'autonomie, des robots éducatifs ou encore simplement ludiques. Bon, c'est vrai qu'on a dépassé l'époque où on comptait justement sur les robots juste pour la production industrielle. C'est quand même fou aujourd'hui quand on y pense, ce qu'ils arrivent à faire quand même avec l'informatique, l'électronique et tout ça. C'est tout le génie de la programmation. C'est ça. Donc alors justement, certains chercheurs ont pensé à nous, pauvres ignorants de ce monde mystérieux de la programmation, et ils ont mis au point un système permettant à tout un chacun de construire son propre robot. Comment ça ? Alors, je m'explique. Tout robot qui se respecte est constitué de 3 choses pour fonctionner correctement. Une partie informatique pour la programmation, une partie électronique qui transmet justement la programmation à la partie mécanique, le corps du robot. Et le système mis au point par ces chercheurs, qu'ils ont nommé RoboCorps, il constitue les 2 premières parties. Et vous vous occupez de concevoir et de fabriquer le corps de votre robot. Et vous pouvez ensuite le programmer grâce à un logiciel qui est apparemment
très simple d'utilisation, même pour nous qui ne connaissons rien. D'accord, donc en gros, hein, ça permet de devenir un ingénieur en informatique en un clin d'œil, quoi. Exactement, tu as tout compris. On regarde des robots pour tous. Construire son propre robot. La tâche pourrait paraître ardue. On imagine en effet une armada d'ingénieurs et de techniciens de haut vol pour mettre au point des appareils de plus en plus intelligents ou tout au moins interactifs. Or, des chercheurs de l'Université des sciences et de technologie de Cracovie en Pologne ont rendu la vie plus facile aux aspirants à inventeurs en développant un appareil en robotique innovant et qu'ils ont appelé Robocore. Ils ont aussi mis au point un logiciel pour mieux contrôler le robot une fois terminé. La force de ce dispositif réside dans le fait qu'il peut être utilisé par tout le monde, même si on n'a qu'une petite idée de la façon dont on construit un robot. C'est simple, la seule limite, c'est l'imagination du constructeur. On peut faire des robots, des appareils mécatroniques, on peut construire des machines, des séparateurs, des distributeurs de billets, des appareils qui changent les devises, qui distribuent des boissons, qui préparent des repas, qui peuvent trier des objets ou préparer certains éléments pour des lignes de production. Nous pouvons construire des robots qui marchent, qui nagent, qui volent, qui touchent, qui manipulent des choses. Tout ce qu'il y a de plus intéressant dans la technologie peut être intégré dans nos constructions. Les inventeurs mettent en avant le fait que le système est resté aussi simple que possible, dans l'objectif d'une utilisation facile et d'une application la plus variée possible aux différents systèmes mécaniques. Ils veulent surtout que la robotique se popularise, tout comme cela a pu être le cas avec la programmation informatique dans les années 70. Ah ben voilà, moi si je peux, hein, si je peux construire un robot, ben direct, hein, je fabrique un robot qui va faire le ménage, la cuisine et aussi, écoute, tout à ma place, quoi. Et même, pourquoi pas un chauffeur de voiture, non, je plaisante, là. Et oui, t'es comme moi, hein, et la plupart d'entre nous, je pense d'ailleurs, on n'aurait pas trop de mal à laisser ce genre de tâches à un robot. Alors pour ce qui est du ménage, il existe déjà le robot aspirateur, hein, qui sait très bien éviter les obstacles, même des obstacles qui changent, repérer le vide et enregistrer plusieurs trajets à effectuer. Mais on aimerait bien entendu qu'il en fasse plus pour que nous, on en fasse moins, hein, c'est la vie. Après tout, le mot robot, il vient du tchèque robota, qui signifie corvée. Bah alors qu'il les fasse, hein, c'est corvée. Non, je rigole. Voilà, j'imagine que c'est facile à dire, mais bon, pas facile à faire. On est encore loin du robot qui sait tout faire, en effet. Mais tout de même, hein, les ingénieurs arrivent à des résultats qui sont de plus en plus bluffants. Et pour ce qui est de nous faciliter la vie, une société britannique vient de dévoiler sa dernière invention. Et ça devrait te plaire, Élie. Ah oui, donc vas-y, je t'écoute. C'est un robot qui est capable de concocter des petits plats, une paire de mains robotiques, hein, plutôt qu'un robot, qui sont programmés pour reproduire les mêmes gestes qu'un chef professionnel. On regarde ça, un robot au fourneau. Dans la cuisine, ça, c'est du cliché. Et un robot dans la cuisine, ça serait pas du chiquet? Alors oui, on a déjà ce qu'on appelle des robots pour mixer, couper, pétrir, peler. Mais bon, ça reste encore un genre d'appareil qu'on branche sur une prise. Pas un vrai robot, comme celui-là. Un vrai C3PO au fourneau. Doté de 2 mains parfaitement articulées, ce robot peut reproduire un très grand nombre de gestes effectués d'habitude par le cuisinier moyen. Pas étonnant que ce soit une entreprise anglaise qui soit derrière cette innovation quand on connaît le peu d'intérêt des Britanniques pour la cuisine. Si le robot peut imiter mes gestes, et ceux de n'importe quel chef, alors avec un peu de travail, il pourra faire presque tout. Pétrir du pain, faire des sushis, toutes ces actions qui nécessitent des mouvements précis de la main. Son potentiel est presque sans limite. Pour en arriver là, on prend un vrai chef cuisinier en chair et en os et on l'équipe d'une paire de gants à la Daft Punk. Ces gants sont équipés de capteurs et on enregistre tous les mouvements des doigts et des poignets. Des mouvements qui sont ensuite modélisés et appliqués au robot.
Si on fabrique un bon modèle, le robot ne peut pas faire d'erreur. Donc ça peut être sympa pour l'humain de faire les tâches créatives et de laisser au robot les tâches répétitives et ennuyeuses. D'après ces ingénieurs, le robot cuisinier pourrait être disponible d'ici 2 ans pour un prix abordable. Manquerait plus qu'il puisse goûter ses créations et s'inviter carrément à table. Voilà, donc ça voudrait dire qu'on aurait des plats de chef tous les soirs à la maison, c'est bien ça? Bah écoute, oui, hein, apparemment ce serait le cas. Alors concrètement, l'utilisateur n'aurait qu'à choisir en fait le plat et donner l'ordre au robot de le réaliser. Ce serait le rêve quoi. On pourrait même l'activer à distance et le mettre au travail pendant qu'on continue à vaquer à nos occupations. Bon, en tout cas, ça va être pratique hein, pour ceux qui ont du mal à se faire au fourneau, qui n'ont pas envie de faire qui se mettre au fourneau et puis qui n'ont pas le temps hein, de faire la cuisine. Aussi. Il va faire les courses aussi, le fameux robot? Et non, malheureusement, il nous restera encore un peu de boulot à faire, j'en ai bien peur. Non, quand même, c'est déjà pas mal du tout. Hein, et ce n'est pas donc, le premier robot à entrer en cuisine, hein, mais celui-là, il va beaucoup plus loin, vous avez pu le constater, avec pour le côté technique, 20 moteurs et 24 articulations au total tout de même. Sans compter qu'à terme, les développeurs, ils aimeraient créer une sorte de banque de données, hein, style Apple Store, et donc qui permettrait en fait aux propriétaires de ces mains robotisées de télécharger de nouvelles recettes et de nouvelles instructions. Ce serait pas mal quand même. Et bien, si ces mains automatisées ne coûtent pas trop cher, et bien, je pense que ça pourrait être une grande aide justement pour certaines personnes. Et oui, il fait partie donc d'une nouvelle gamme de robots, des robots qui peuvent reconnaître leur environnement et auxquels on peut apprendre à réaliser des tâches. Et c'est également le cas du robot Baxter que vous allez découvrir. Donc c'est un robot collaboratif. On regarde. Direction désormais l'Australie pour voir un autre type de robot, Baxter, que l'on voit ici jouer à puissance 4 avec son créateur, le professeur Peter Cork, lui-même fondateur du Centre australien d'excellence pour la vision robotique. Baxter est annoncé comme la version expérimentale d'une gamme de robots qui devraient pouvoir reconnaître leur environnement. On peut apprendre à ce robot en lui prenant la main et en l'amenant au-dessus d'un objet qui vous intéresse. Et vous lui dites, c'est ça l'objet. Et ensuite, vous prenez sa main et vous lui dites, voici un autre objet. Avec des menus très simples, vous pouvez lui dire, prends ça et mets-le sur un autre objet. Baxter peut voir le jeu et décider du prochain coup à jouer. Il a aussi suffisamment de dextérité pour ramasser, sans les écraser, des poivrons et surtout pour décider de leur maturité. En d'autres mots, il peut voir le monde, ou en tout cas une partie, et l'interpréter. Et on imagine les applications pour l'industrie. En bref, des robots qui s'installent peu à peu dans notre quotidien et qui ne demandent qu'à prendre leur indépendance. Ben, en effet, hein, qu'ils ne prennent pas non plus pas trop d'indépendance quand même. Hein. Non, hein, on a quand même encore un petit peu peur de tout ça, mais ça va, ils devraient continuer à nous obéir si tout va bien. Et ils peuvent vraiment être d'une grande aide, plus sérieusement, en ce qui concerne l'assistance des seniors ou l'éducation des enfants. Donc ils sont très très bien reçus dans les maisons de retraite par exemple, ou encore dans les écoles, en particulier pour l'enseignement spécialisé auprès des enfants autistes par exemple. Il y a eu de très bons résultats. En termes d'interaction avec les humains? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Mais ça dépasse totalement la fonction initiale du robot, finalement. Au départ, on les imaginait pour suppléer l'homme, pour faire justement à sa place ce qu'il ne peut pas ou ce qu'il ne veut pas faire. Ça va beaucoup plus loin, là. Et oui, en effet, Elisa, maintenant, le robot ne travaille plus seulement à la place de l'homme. Il est vraiment de plus en plus amené à œuvrer avec le monde des humains. Donc, on va continuer à en entendre parler, évidemment, notamment en ce qui concerne les capacités d'apprentissage des robots qui sont bien entendu nécessaires si on doit vivre avec eux plutôt, sans s'enlacer trop rapidement. Bon, vivre avec les robots, j'ai encore quand même du mal. Hein. Déjà, j'arrive pas à pianoter un portable tactile, alors être avec un robot, ça c'est autre chose. Même si c'est déjà vrai pour beaucoup de monde, hein, on va dire dans le monde. Merci Mara pour toutes ces nouveautés robotiques et puis on te retrouve donc bientôt. Merci Élise, à très bientôt.
Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi.